Le plus gros des compressions reste à venir. C'est la conclusion à laquelle en est arrivée une étude de l'Institut du Québec publiée cette semaine. Il n'y a pas de doute, l'austérité est à l'ordre du jour au Québec et au Canada. C'est de ça dont on discute aujourd'hui à Parti pris. Le mot en A, l'austérité, un mot qui est rendu presque tabou dans le langage politique au Québec et au Canada, risque de faire un retour. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Je suis avec Hélène Bissonnette du comité exécutif du PCR. Salut Hélène. Salut Julien. Donc c'est un sujet, en fait, pour être honnête avec notre auditoire, on avait décidé d'en parler peut-être la semaine passée, mais il y avait très peu à se mettre sous la dent parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça au Québec en ce moment, du retour de l'austérité. Même le budget de la CAQ, déposé le 18 mars, était assez plate, puis pas grand. Puis c'était un élément difficile de voir qu'est-ce que ce budget-là voulait dire concrètement. Mais c'est quand même clair qu'il y a une tendance à l'austérité partout au Canada. On le voit en Colombie-Britannique, on le voit dans les Maritimes, on va en parler tantôt. Mais au Québec, oui, il y a cette étude-là de l'Institut du Québec. Je vais juste la montrer. Je l'ai imprimée. On va la mettre dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Équilibre budgétaire, un défi pour le prochain gouvernement ». Puis c'est une étude extrêmement intéressante et accablante, en fait, sur l'état des finances publiques au Québec et sur la nécessité de compression et d'austérité. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Peut-être commencer, Hélène, si tu le veux bien, je pense qu'on devrait citer certains des passages de l'étude, puis discuter de qu'est-ce que ça signifie. Parce que ouais, non, c'est accablant. Donc, comme je l'ai dit, le gros des compressions reste à venir. Ça, c'est ce que dit l'étude. Ça dit aussi, ça a analysé le cadre budgétaire fourni par la CAQ dans le cadre de son budget déposé il y a quelques semaines. Ça dit le rythme de croissance des dépenses de portefeuille est prévu est de 1,5 % par année, soit moins que le taux d'inflation. Puis ça dit le taux de croissance naturel des dépenses de portefeuille est estimé à 3,7 % par année. C'est une énorme différence. Puis la CAQ n'explique pas comment elle va combler ce déficit en la croissance des dépenses prévues pour juste maintenir les services publics et la croissance qu'eux, ils prévoient dans les prochaines années en vue de l'atteinte du déficit zéro en 2030. Oui, c'est le rythme des croissances des dépenses de portefeuille qui est prévu, ce qui est mentionné, c'est 1,5 %, c'est moins que l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera pas beaucoup. et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les dernières années. Où il mentionne que c'est que l'espèce de taux de croissance naturelle, 3,7 % environ, qu'il estime, puis il semble que ça a été le cas dans la dernière période. Fait que déjà, d'entrée de jeu, on voit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de pas très le fun qui s'en vient. Non, quelque chose de louche. Puis même, l'étude explique que dans les années Philippe Couillard, donc entre 2014 et 2018, le taux de croissance des dépenses était de 3,2 %. Puis ça, c'est la période qui a marqué l'imaginaire comme la période d'austérité, où il y avait des coupes, il y avait de l'austérité, mais malgré tout, les dépenses générales augmentaient pour, c'est ça, maintenir un certain niveau de service, compter l'inflation, certaines augmentations de salaire qui avaient été très basses, mais bon, il y en avait pareil. Mais donc, l'étude dit, l'effort budgétaire requis dépassera la simple bonne gestion. Il est hautement improbable qu'un tel virage n'affecte pas le niveau des services et l'intégrité des missions de l'État. Donc, l'étude explique que ce trou-là que prévoit la CAQ, et si la CAQ veut, si le prochain gouvernement veut atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2030, qui est une loi, d'ailleurs, c'est la loi sur l'équilibre budgétaire qui prévoit ça, bien, ça va prendre des compressions massives, en fait. Puis, ce que l'étude suggère, en fait, c'est que ça va être même pire qu'à l'époque de Philippe Couillard. Oui. Puis ça, peut-être c'est pas tout le monde qui s'en souvient, mais le mot en A, le fameux mot en A, a été beaucoup... je pense a été, j'allais dire popularisé, ou impopularisé beaucoup durant le régime de Philippe Couillard. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est essentiellement que c'est à peu près 2 fois moins la croissance des dépenses que prévoit la CAQ pour atteindre l'équilibre budgétaire. Comparé au budget de Philippe Couillard. Fait qu'en gros, ça va être l'austérité Couillard, c'est la petite bière comparée à ce qui s'en vient. C'est ça qu'on doit en conclure, je pense. Oui. Puis même l'étude, évidemment, elle salue le fait que la CAQ
propose d'éliminer 5000 postes dans la fonction publique. Mais l'étude dit autre chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça dit que c'est improbable qu'un virage, c'est-à-dire les compressions pour atteindre l'équilibre budgétaire, n'affecte pas les services. Puis ça dit il va falloir déployer des efforts pour faire accepter ces changements par la population et dégager un certain niveau de consensus. Ça dit ce débat très difficile n'a pas encore eu lieu. Puis ça c'est vrai, c'est-à-dire il n'y a pas de parti politique qui parle avec une pleine honnêteté de ce qui est nécessaire du point de vue du système pour rétablir les finances publiques, en fait. Fait que c'est vrai, l'austérité a quasiment disparu du débat public au Québec ces dernières années. Puis peut-être ce qui était... Puis quand tu as mentionné qu'on pensait parler un peu de ce sujet-là il y a la semaine passée, mais en regardant le budget Girard d'il y a 2 semaines, justement, tu sais, toi puis moi, on se faisait la réflexion qu'il y a quelque chose qui colle pas, tu sais. Le gouvernement... La CAQ, son budget est un peu plate. Il n'y a pas vraiment de coupe importante prévue. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'investissement non plus. Pas d'investissement, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, tu sais. Mais pourtant, on sait que l'économie au Québec va pas bien. On sait que la dette augmente. Et pourtant, c'est comme si tout allait bien. Mm-hmm. Et c'est ça qu'ils disent dans le rapport. Ils disent, bon, dans le dernier budget, ils prévoient atteindre l'équilibre budgétaire tout en restant largement silencieux sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Ouais, c'est ça. La CAQ n'a pas dit du tout comment ils prévoyaient y arriver. Exactement. Puis c'est ça qui était un peu louche dans le budget. Puis je pense le point, c'est il y a personne comme tu dis, il y a personne qui a présenté honnêtement c'est quoi le portrait qu'on a devant nous, qu'est-ce qui s'en vient. Il n'y a pas eu ce débat-là au Québec. Mm-hmm. Je pense qu'il y a personne qui en parle ou qui ose en parler parce qu'ils savent que c'est pas... S'entend, là, c'est absolument pas populaire de parler d'austérité. Mm-hmm. Puis en fait, l'étude, ce qu'elle dit, c'est il va falloir choisir entre hausse d'impôts pour combler le déficit et austérité. Puis ça c'est-à-dire, il y a très peu de gens qui en parlent. J'avais vu quelques articles de Francis Veil, qui est un chroniqueur à la presse, qui lui expliquait qu'il parle d'un trou autour de 2 milliards de dollars par année, en fait, selon ce que la CAQ a présenté. Fait que ça, c'est un des rares commentateurs qui semble en parler, mais effectivement, il y a un gros problème qui arrive. Puis la conclusion de l'étude, elle est vraiment intéressante aussi. Ça dit, je l'ai ici, ça dit, c'est l'ampleur des efforts à réaliser exige d'ouvrir un véritable dialogue. Ça dit d'évaluer lucidement ce que l'État peut et doit continuer à financer. Puis ça dit, ces enjeux, pourtant d'une très grande importance, n'ont toujours pas fait l'objet d'un débat public franc et transparent au Québec. Ça, on en a déjà parlé. Puis ça parle du fait que ça constitue un casse-tête politique majeur aux conséquences réelles pour le prochain gouvernement du Québec. Fait que c'est fou, en fait. Ça dit le prochain gouvernement est devant une situation impossible. C'est-à-dire, il y a l'atteinte de l'équilibre budgétaire qui est prévu dans la loi pour 2030. Comment y arriver? C'est inévitable qu'il va devoir y avoir des compressions majeures. Puis quand on porte attention au discours de PSPP, de Charles Milliard et compagnie, ils sont pas fous non plus. Ils le voient venir. Mais donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Je pense que cette étude-là montre ce dont personne parle, ou très peu de gens parlent. C'est qu'il y a une période d'austérité massive qui s'ouvre au Québec. Oui, je pense que c'est ça qui est clair. Puis peut-être, j'aurais aimé attirer ton attention sur une partie qui explique qu'est-ce qui arrive, parce que là, on parle de retour à l'équilibre budgétaire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive si on ne retourne pas à l'équilibre budgétaire? Puis il parle de ça aussi. Puis ça, je pense que c'est important, parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais il va falloir faire des coupes, il va falloir imposer l'austérité pour retourner à l'équilibre budgétaire, mais on a-tu vraiment besoin de faire ça? Ouais, c'est un choix, on n'est pas obligé. C'est ça, c'est un choix. Est-ce que nécessairement le gouvernement qui va succéder à la CAQ va faire ça, tu sais? Puis il dit, sans retour à l'équilibre budgétaire, il va avoir d'énormes impacts. Et là, il parle du service de la dette qui va augmenter. Donc, la dette va augmenter parce qu'on n'aura pas l'équilibre. Et le service de la dette, donc simplement le paiement sur les intérêts de la dette, va augmenter massivement. Puis juste par rapport à la hausse du service de la dette, ils finissent par dire, bon, ils donnent les chiffres un peu, mais ils disent que ça va détourner des ressources croissantes sur des services essentiels de l'État. Fait que déjà, il explique que déjà ça, la dette va donner, le paiement de la dette, donc le service de la dette, c'est essentiellement ce qu'ils sont obligés de payer. C'est les intérêts, oui. Les intérêts qu'ils sont obligés de payer là, à chaque année, ils peuvent pas s'en sortir. Mais juste ça va...
ça va augmenter, donc ils vont être obligés de couper à quelque part. Ça va affecter les services, c'est sûr que c'est ça. Mais après ça, plus fondamentalement, le point, c'est que si le gouvernement n'atteint pas l'équilibre budgétaire, ça va avoir des impacts sur la cote de crédit du Québec. C'est le point qui est vraiment crucial. Je pense que c'est l'année passée que... Je pense que c'était Moody's, je me souviens plus si c'était Moody's ou Standard & Poor's, donc une des agences de notation qui avait baissé la cote de crédit du Québec. Puis la décote, c'est un facteur important parce que ça veut dire qu'ensuite, ça crée une situation, une perte de confiance sur à quel point investir au Québec, c'est un investissement sûr. Donc, en général, ça coûte plus cher à l'État québécois d'emprunter sur les marchés financiers, ça augmente le service de la dette. Les taux d'intérêt augmentent. Donc, si, essentiellement, dans une situation aussi, l'équilibre budgétaire n'est pas atteint, si on décide de ne pas atteindre l'équilibre budgétaire, éventuellement, les conséquences vont être encore plus grandes, en fait, parce que la dette va augmenter, le service sur la dette va augmenter. Et à ce moment-là, ça va être quoi les impacts? On va sûrement avoir la même chose, de l'austérité, on va être obligé d'en implanter à un moment donné, mais ça va sûrement être encore pire. Puis ça va être quoi les impacts aussi sur l'économie du Québec? La capacité du gouvernement d'aller chercher des revenus. Si on repousse, essentiellement le point, c'est si on repousse l'inévitable besoin de rapetisser la dette, puis de retourner à l'équilibre budgétaire, si on le repousse, les problèmes vont être aussi pires, voire plus. Ouais, puis je veux juste faire une remarque sur quelque chose. Le service de la dette, c'est important de prendre acte pleinement de ce vol-là. C'est-à-dire, en ce moment, c'est 10 milliards de dollars payés en intérêts à des banques pour s'enrichir sur le dos des États qui s'endettent. En fait, tu as 10 milliards sur les quelques, je pense, 160 milliards de dollars du budget québécois qui vont juste qui servent à rien, essentiellement. Puis l'étude montre que ça pourrait monter jusqu'à 13 milliards de dollars par année en service de la dette. Ça, c'est 13 milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour rénover des écoles, investir dans le système de santé, puis qui vont direct à des banquiers, qui vont enrichir les riches. Mais oui, effectivement, comme tu as dit, de repousser l'austérité voudrait dire augmenter la dette, augmenter les déficits. Et ouais, ça prépare une austérité plus grande dans l'avenir. Puis ça, je pense que c'est important de le dire, c'est... je pense que c'est tout notre épisode va porter là-dessus dans un sens, mais c'est la logique implacable du système capitaliste, la pression qui est mise sur les gouvernements d'imposer l'austérité à la classe ouvrière tôt ou tard, en fait. On peut s'étendre là-dessus plus loin, mais il y a quelque chose aussi de plus large, parce que la logique de l'austérité, c'est pas juste au Québec, en fait, c'est pire ailleurs, au Canada. En ce moment, il y a le même dilemme dans toutes les provinces, en fait, parce qu'on l'a dit, le mot en A n'est pas populaire. L'austérité est massivement impopulaire. Les travailleurs sont déjà appauvris, font face à une crise du coût de la vie, une crise du logement. Puis il faudrait leur demander de soit payer plus d'impôts ou de voir leurs services réduits encore plus. Non, c'est extrêmement impopulaire. Donc, c'est une logique qu'on voit partout au Canada. Mais plus largement, il y a la crise économique, la profondeur des problèmes économiques au Canada et au Québec. Puis je pense qu'il faudrait parler de ça parce que de la même manière que, comme l'étude dit, il n'y a pas eu de débat public sur l'austérité, sous la surface, il y a des énormes problèmes économiques qui s'accumulent au Canada et au Québec. Peut-être qu'on peut parler un peu de ça. Oui, bien là, par où commencer, en fait? Ouais. L'ampleur de la situation est tellement dramatique qu'il y aurait beaucoup à dire, mais peut-être peut-être on peut commencer avec le plus général puis le plus central, en fait, c'est que l'économie canadienne fait face à une crise existentielle. Puis c'est pas... On parle beaucoup de la question de la guerre commerciale avec les États-Unis, tout ça. Évidemment que c'est un truc, c'est un aspect qui est absolument important, qui devient de plus en plus central. C'est quoi? Ouais. C'est 85 75 ou 80 des exportations canadiennes. Oui, au Québec, 85 avec les États-Unis. Mais bref, c'est comme si on se fait enlever un rein puis un poumon en même temps, là. C'est ça que ça... c'est un peu ça l'équivalent de la guerre commerciale. Ça vient ajouter là, un fardeau énorme. Mais à la base, c'est la crise au Canada, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on voit dans la dernière période, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une énorme crise de la productivité au Canada. C'est quelque chose qu'on voit aussi en Europe en ce moment. Il y a des je pense que je l'avais déjà mentionné au dernier podcast, il y a des parallèles à faire. On a une situation où, dans la dernière période, dans les dernières années, dans les dernières décennies,
on a vu une baisse des investissements dans la machinerie, on a vu une baisse d'investissements dans plein de secteurs au Canada, ce qui a fait en sorte que de plus en plus, ce qu'on appelle la productivité du travail, c'est la capacité à ce que pour chaque travailleur, on calcule comment est-ce que qu'est-ce que ça rapporte dans l'économie, en fait. C'est à quel point on peut produire rapidement, efficacement, tout ça. C'est ça, la productivité. Ce qu'on voit, c'est qu'une baisse, en fait, de productivité extrêmement importante au Canada. Puis, il y a beaucoup de chiffres qu'on peut sortir. Mais pour donner une idée, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, l'investissement dans les machines, qui justement participe à augmenter la productivité, puis on a de meilleures machines, plus on peut produire efficacement, rapidement, moins on a besoin de travailleurs par marchandise produite. L'investissement dans les machines a chuté drastiquement dans la dernière période et a atteint son taux le plus bas récemment en, je pense, c'est 30 ans. Donc, on commence à avoir des indices comme ça, mais il y a aussi le fait que quand on compare la productivité canadienne avec l'économie américaine, là, on voit que relativement aux États-Unis, ça a chuté vraiment beaucoup. Je pense que la productivité canadienne, c'est 70% celle des États-Unis, ce qui est quand même assez important. Puis là, ce qu'on commence à voir, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une baisse de la productivité, pas seulement relative aux États-Unis, mais une baisse de la productivité absolue, puis on peut même la mesurer, que depuis 2022, ça sera environ de 1,2% de baisse de productivité quand on compare avec toutes les statistiques dans les différents secteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme situation? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça? Pourquoi c'est important? C'est qu'essentiellement, pour chaque travailleur canadien, enfin, on peut dire que les travailleurs canadiens sont payés maintenant des salaires plus élevés par rapport à ce qu'ils produisent, donc comparativement à d'autres pays, en fait. Le Canada produit moins, les salaires restent plus élevés par rapport à ce qui est produit, ce qui rend les exportations canadiennes moins compétitives, en fait, parce que ça coûte plus cher produire des choses au Canada comparativement à d'autres pays. Puis c'est moins intéressant d'investir, en fait. C'est ça, c'est pas intéressant d'investir parce que d'un point de vue capitaliste, très clair, très calculateur, ton retour sur ton investissement est vraiment moins avantageux au Canada que dans bien d'autres pays. On a écrit un article sur ça, en fait. Ouais. On va le mettre dans les notes de l'épisode. Où est-ce que je t'ai interrompu? Ça, c'est un énorme problème, en fait, parce que... puis on peut voir aussi que c'est un cercle vicieux, parce que du moment que l'investissement commence à baisser parce que la productivité baisse, pendant ce temps-là, les investissements s'en vont dans d'autres pays. Puis la technologie se développe. La productivité se développe dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. Ce qui fait qu'ensuite, même si on injecterait aujourd'hui des sommes gigantesques d'argent dans l'économie, mais le rattrapage au niveau de la productivité entre le Canada et d'autres pays est vraiment énorme. Donc, le rattrapage est tellement grand que ça prendrait des efforts encore plus grands, ce qui fait que c'est encore plus un facteur... c'est pas qui accélère le déclin. Oui, c'est ça, qui n'est pas incitatif à investir. Fait que ça crée un cercle vicieux, pour faire ça simple. Oui, puis je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui date d'avant le deuxième mandat de Donald Trump. Il y a depuis plusieurs décennies, c'est ça, la productivité du travail au Canada augmente relativement très peu. Et là, diminue depuis 2022. C'est assez incroyable. Ça montre que, si tu es un capitaliste, tu investis là où il y a moins de règles, où il y a des moins bons salaires, où il y a plus de facilités, plus d'aide gouvernementale et tout ça. Fait que, c'est là qu'on voit que les États-Unis, pour un paquet de raisons, sont un marché plus favorable à l'investissement privé. Puis même Trudeau, pendant son mandat, lui avait rajouté des taxes sur le gain en capital. Maintenant, Carney les a enlevées dans l'optique d'attirer l'investissement. Mais depuis longtemps, le Canada est moins compétitif que les États-Unis. Mais un autre point, c'est que tout ça était masqué par la relation privilégiée du Canada avec les États-Unis, c'est-à-dire le plus gros marché au monde, juste à côté. Le Canada, sur une période historique de 80 ans, a pu surfer la vague de la montée de l'impérialisme américain puis de sa puissance économique. Puis là, la guerre commerciale expose toute cette faiblesse-là du Canada, en fait. Puis le Canada a bâti pendant toute une période historique, avait le meilleur des deux mondes, en fait. Tous les avantages d'être le voisin des États-Unis et presque aucun des inconvénients spécifiques du capitalisme américain. C'est-à-dire, il y a un État-providence beaucoup plus large au Canada, un système de santé
public et pas privé. Fait que tu avais le meilleur des deux mondes. Puis là, tout ça se retourne contre le Canada, puis expose l'énorme faiblesse du pays. Puis là, la guerre commerciale a tout empiré, c'est-à-dire il y a eu une perte massive d'emplois, des fermetures d'usines, notamment en Ontario. Puis tous les investisseurs sont frileux. Ils ne savent pas qu'est-ce que Donald Trump va tweeter demain. Fait que ça rend le climat économique encore plus morose au Canada. T'sais. Mais tout ça, c'est la logique même du système capitaliste. C'est-à-dire les riches vont investir là où ils peuvent faire un profit. Puis le Canada, pour toutes ces raisons historiques et spécifiques, n'est pas un bon endroit où faire du cash en ce moment. Puis ça, après, ben, ça a des conséquences parce que c'est moins de création d'emplois, moins d'argent dans les coffres de l'État, moins de revenus dans les impôts des riches. Et ça participe ensuite à la logique de l'austérité. Tu as une tarte fiscale qui ne grandit pas, en fait. Tu n'as pas plus de travailleurs qui payent des impôts, tu n'as pas plus d'entreprises qui contribuent à financer les services publics. Et donc, il y a cette logique-là, toute cette pression-là qui s'accumule sur l'État-providence, sur les services publics. Donc, ça participe directement de la logique d'austérité, en fait. Oui, puis peut-être ajouter un autre élément de plus, parce qu'on voit comment cette dynamique-là, ça s'inscrit dans tout un système. C'est que là, on a cette crise de productivité-là, on a la guerre commerciale avec les États-Unis, il y a un besoin pour le Canada de trouver des nouvelles sources d'exportation, de trouver, donc de faire affaire avec d'autres pays que les États-Unis, mais en même temps, ils ont besoin d'aller chercher des investissements aussi ailleurs pour stimuler la productivité, mais qui veut investir au Canada? Et c'est pour ça que ce qu'on voit depuis des mois, c'est Carney qui essaye d'aller trouver des investissements, qui essaie de relancer l'économie canadienne essentiellement, là, qui nous parle, bon, évidemment, il y a toute la question militaire, des dépenses dans l'armement et tout ça, mais il y a cette volonté de stimuler des marchés, il y a le domaine des minéraux critiques, on pourrait faire un épisode complet sur ça, là, mais comme il y a différents secteurs de l'économie où est-ce qu'on voit que le gouvernement canadien veut essayer de stimuler, veut essayer de stimuler les investissements. Donc, ils veulent injecter massivement de l'argent dans ce secteur-là pour attirer... En fait, ils investissent l'argent public pour aider des entreprises privées à investir au lieu Exactement. Donc, ils veulent services. Stimuler l'investissement en essentiellement jetant de l'argent public dans ces entreprises-là. Mais est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment, en fait, à ce jour. Puis peut-être qu'on ne l'a pas mentionné, mais on vient de sortir notre document sur les perspectives canadiennes, les perspectives de notre organisation pour la prochaine période. Puis un gros pan de nos perspectives, c'est toute cette question-là, en fait, de l'investissement. Puis comment, même si Carney veut dépenser énormément d'argent public pour favoriser l'investissement, la réalité, c'est que l'économie canadienne est déjà tellement pas compétitive et ça prendrait des investissements tellement massifs, puis les retombées sont tellement pas assurées que même ça, on sait pas où est-ce que ça va nous amener, puis en fait, c'est très peu probable que ça participe à stimuler massivement l'investissement. Ouais. Cela dit, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça participe à augmenter la dette. On sort le chéquier d'argent public, c'est connecté avec tout ce qu'on vient de mentionner. La pression sur l'État, la pression sur les services, sur l'État-providence. Fait que là, on a une espèce de cercle vicieux où on a une crise de productivité qui participe à créer une plus grande pression sur l'État parce que on n'a pas assez de revenus et tout ça pour financer les services. Mais après ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour aller essayer d'aller résoudre le problème de productivité, d'investissement? Il dépense encore plus d'argent public, ce qui participe à créer encore plus un problème plus grand. Donc, tout ce cercle vicieux-là, ça pointe vers la nécessité, tôt ou tard, en fait, d'imposer des mesures d'austérité drastiques pour résoudre la tâche. Puis ça, on le voit, en fait. On l'a vu, le premier budget de Mark Carney prévoyait des coupes de milliers d'emplois dans la fonction publique. Le dernier chiffre que j'ai vu, je pense que c'était 12 000. Selon les dernières estimations, c'est-à-dire qu'il doit éliminer 12 000 postes dans la fonction publique fédérale. Il n'a pas encore touché au transfert en santé et en éducation, tout ça, mais en fait, son budget de novembre, en fait, il ajoute un énorme déficit à cause qu'il augmente massivement les dépenses militaires, fait des cadeaux aux grandes entreprises. Mais il y a des coupes aux services, en fait, le début de coupes. Puis ce qui était intéressant du budget de Mark Carney de novembre, c'est que
la voix du patronat. Je pense que c'était le Business Council du Canada. Le Conseil canadien des affaires disait que c'était pas assez, en fait, le budget. Il n'y avait pas assez de coupes. Puis c'est une dynamique qu'on voit à l'échelle provinciale aussi. C'est-à-dire que... Puis ça, c'est intéressant à plusieurs niveaux. Mais il y a l'exemple de la Colombie-Britannique aussi. Parce que les dépenses publiques provinciales sont aussi soumises à cette pression-là. Tu sais, la pression vers le bas, le manque de revenus, les pressions économiques qui font que l'État n'a pas les moyens de continuer à payer pour les services. Elle se répercute aussi au provincial. Puis en Colombie-Britannique, tu as un gouvernement du NPD qui est, je pense que c'est la ministre des Finances qui a dit je pense que je vais être la personne la moins populaire de la province pendant un certain temps. Parce qu'elle a annoncé un budget qui, justement, prévoyait 15 000 suppressions d'emplois dans le secteur public, l'augmentation des impôts des pauvres, ils attaquaient l'éducation postsecondaire, il n'y avait aucune augmentation du financement du système de santé. Puis s'il n'y a pas d'augmentation, avec l'inflation, c'est l'équivalent d'une baisse. Fait quoi, il y a eu les débuts d'un budget d'austérité en Colombie-Britannique implanté par le NPD. Puis tu vois la même chose dans les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Fait que tu as des gouvernements soi-disant de gauche, des gouvernements soi-disant de droite, sont tous forcés de se rendre impopulaires en mettant des coupes en place. Mais je pense que le cas des maritimes, on devrait en discuter. Mais peut-être juste avant sur la Colombie-Britannique. Ouais, effectivement, le gouvernement du NPD, mais évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce gouvernement-là en particulier, là, puis voir aussi comment... en fait, peu importe qui prend le pouvoir, de gauche comme de droite, cette question-là, la question de la dette, la question des finances publiques, elle doit être abordée. Puis dans le cas de la Colombie-Britannique, c'est pour voir un peu qu'est-ce qu'attend le Québec aussi, là. Ce budget de coupe immense, tu as mentionné les 15 000 postes coupés, mais il y a aussi plein d'autres choses, des coupes en éducation et tout. Mais ça fait suite à une décote de la cote de crédit de la Colombie-Britannique cette année. Mais de ce que en faisant mes recherches, j'ai vu que ça fait comme quelques années. En fait, je pense que ça fait 4 ou 5 ans de suite qu'ils subissent une décote. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi tu as un budget austéritaire? C'est parce que tu n'as pas le choix, en fait. Si le système capitaliste force les gouvernements, si tu veux pas que le service de la dette augmente massivement, il faut qu'ils fassent des coupes. Fait que ça, c'est le scénario de la Colombie-Britannique. Ça nous montre qu'est-ce qui peut attendre le Québec dans les prochaines années. Et pas... Puis on s'entend, là, c'est le NPD. Ça aurait pu être un budget conservateur qu'ils ont déposé. On dirait que peu importe qui prend le pouvoir, ils sont obligés d'appliquer des mesures très similaires, en fait. Oui, puis ce qui est intéressant avec le budget du NPD, c'est que personne n'est content, en fait. Parce que les travailleurs, ils voient ça, ils disent, voyons donc, vous coupez partout. Puis les riches disent, il n'y a pas assez de coupes, en fait. Puis un truc auquel ils veulent s'attaquer, c'est les travailleurs du secteur public. C'est 1,2 milliard de dollars dépensés en salaire pour les travailleurs du secteur public. Puis ils veulent s'attaquer à ce groupe-là de travailleurs dans la prochaine ronde de négociations collectives. Tu sais. Mais ce que ça illustre aussi, c'est que tous les gouvernements sont pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire les besoins du capitalisme, puis ce que poussent les conseils du patronat et tout ça, c'est des coupes et des coupes. Mais les gouvernements veulent gagner des élections. Tu sais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que la prochaine campagne électorale au Québec, ça risque d'être assez... ils ne pourront pas être honnêtes, en fait, la CAQ, le PLQ, le PQ. Le plus qu'ils peuvent dire, c'est ce que PSPP dit, par exemple, quand il parle de dégraisser la machine d'État, focusser sur les missions essentielles. On va revenir là-dessus. Mais on voit tous les gouvernements pris entre l'arbre et l'écorce. En fait, j'ai l'impression qu'on parle des maritimes, en fait, parce que ça aussi, la Colombie-Britannique, comme tu as dit, c'est un cas intéressant. Mais le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, je pense que ça l'est encore plus parce qu'on a vu un mouvement contre l'austérité. Veux-tu nous en parler un peu? On peut dire ça commence avec le budget à la fin février, le budget assez brutal du gouvernement Houston en Nouvelle-Écosse. Un budget d'austérité, de coupe assez drastique. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a rapidement eu un mouvement contre ça. Puis c'est après à peu près 2 semaines de mobilisation pour que le gouvernement dise « OK, on va reculer sur certains trucs.
On va rétablir des subventions. Je pense qu'il y a des millions de dollars de subventions qui ont été forcés de rétablir. Donc, ils sont pas revenus en totalité sur le budget, mais ils ont dû rapidement faire des concessions, faire un recul. Oui, il s'est même excusé, je pense. Il a dit « Ah, je oui, m'excuse, c'est ça. On a fait des coupes qu'on n'aurait pas dû faire, tu sais. » C'est fascinant de voir ça, là. Un gouvernement qui est obligé de s'excuser pour un budget qui vient de passer. Et ça il y avait déjà en Nouvelle-Écosse un mouvement aussi dans les campus universitaires de mobilisation pour la question d'une grève justement contre l'austérité, entre autres. Et donc là, ça a comme convergé, en fait, les travailleurs et étudiants dans une grogne populaire qui ont commencé à mobiliser, puis très rapidement, ça a amené un recul du gouvernement. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tous les premiers ministres au Canada regardent. Quand ils voient qu'est-ce qui arrive, ben, quand les coupes qui sont nécessaires, selon la logique du capitalisme, quand ces coupes-là sont implantées, ben, c'est quoi la grogne auquel on fait face? Ça, c'est le cas de la Nouvelle-Écosse. Mais il y a aussi le cas du Nouveau-Brunswick. Oui, presque la même chose est arrivée. C'est ça qu'il faut, Mais de ce que je vois, c'est encore pire. Ben, pas c'est encore pire, mais c'est encore plus significatif en Nouvelle-Écosse parce que le gouvernement, avant même d'annoncer le budget, il avait comme un peu expliqué un plan général de coupe, qu'est-ce qu'il allait devoir faire pour faire face au déficit et tout ça. Et la journée où on annonçait le budget, déposé le budget à l'Assemblée législative, il y avait déjà un mouvement de masse il y avait déjà une manif ce jour-là, ouais. Exactement, qui les attendait. Fait qu'ils ont pas pu faire grand-chose, en fait. Déjà, même là, avant même qu'ils puissent annoncer le budget. Ouais, si j'ai bien entendu, je pense que tu as dit Nouvelle-Écosse, mais on parlait du Nouveau-Brunswick, right? J'ai dit Nouveau-Brunswick, excusez. Oui, c'était au Nouveau-Brunswick, c'est ça. Puis la première ministre Susan Holt, puis les libéraux, ils avaient parlé, ils avaient dit tout est sur la table. Ils parlaient d'abandonner leur promesse des garderies à $10, de perte d'emploi dans le secteur public. Ils parlaient même de réduire les budgets de l'éducation au point d'avoir des campus qui fermaient, puis c'est ça, des campus qui allaient fermer. Puis effectivement, devant la menace d'un mouvement de masse, ils ont dû reculer au moins partiellement. Fait que je pense que ce que ça montre aussi, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, c'est ce qui attend les autres provinces aussi. Quand les gouvernements vont prendre le taureau par les cornes, ce qu'ils vont d'abord faire à un moment ou à un autre, ben ça peut amener des mouvements comme ça. Fait que c'est ce dilemme-là dans lequel se trouve la classe dominante en ce moment. Puis il faut aussi souligner en quoi ça s'inscrit dans le contexte historique des 15 dernières années à peu près, parce qu'il y a eu une ronde d'austérité vicieuse. Il y a eu ça dans les années 90. Il l'a eu encore dans la foulée de la crise de 2008. Au Canada, ça n'a pas été aussi pire que, par exemple, l'Europe du Sud, le sud de l'Europe, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais il y a eu une austérité assez vicieuse. Puis là, à ça s'ajoute la pandémie, la crise du coût de la vie, la crise du logement. Les conditions politiques pour une autre ronde d'austérité sont vraiment pas favorables. Je dis pas qu'il l'était au début des années 2010, mais c'était comme le début, tu sais. Puis il y avait, je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait vraiment une offensive idéologique. Au Québec, la culture de la gratuité, ça suffit, il faut payer pour les services, notamment dans le cadre de la grève de 2012, l'augmentation des frais de scolarité. Avant ça, on avait eu aussi le fameux manifeste pour un Québec lucide, en fait, puis qui expliquait, je parlais de la crise de la productivité tantôt, mais qui expliquait essentiellement ça au Québec, pour le Québec en particulier. Au Québec, on devait compétitionner avec les géants asiatiques, notamment. Et tout on n'est pas compétitif, puis il y avait un peu cette espèce d'idée que les travailleurs québécois étaient trop paresseux, puis qu'on était trop gâtés et tout ça, puis essentiellement, il fallait faire des attaques, il fallait baisser les impôts des grandes entreprises et tout ça. Fait que ça fait un certain temps que c'est là. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on atteint un niveau, un nouveau sommet, je pense, dans cet assaut de la classe capitaliste contre la classe ouvrière, essentiellement, parce que c'est ça que c'est. Oui, puis ça fait rien commencer, mais ça va être difficile pour eux, précisément à cause des conditions actuelles, de tous les problèmes sociaux qui se sont accumulés. Puis aussi, l'autre affaire, c'est faut le souligner, pendant 7-8 ans, la CAQ a pu éviter le pire, c'est-à-dire ils ont hérité des surplus budgétaires de Philippe Couillard. Après ça, il y a eu la COVID. C'était politiquement impossible d'implanter l'austérité. Fait que là ça va commencer pour vrai. T'sais. Puis je pense que quand on parle de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, ça montre le potentiel d'un mouvement. Puis même ça, on l'a vu
À une petite échelle au Québec, tu te rappelles quand ils avaient annoncé les coupes en éducation au mois de juin l'année passée, 500 quelques millions, il y avait immédiatement eu une levée de boucliers, le mouvement Uni pour l'école, tout ça, des manifs. Puis la CAQ était forcée d'inventer une espèce de recul partiel, là, c'est-à-dire de réinjecter l'argent, mais couper ailleurs, puis en tout cas, garder un contrôle très strict sur les dépenses, mais de reculer au moins partiellement, tu sais. Ouais, puis je pense que ça montre... je pense que ça montre c'est quoi le potentiel qu'on a, mais peut-être, je dirais que l'exemple, un peu l'expérience des maritimes, je pense que ça montre deux choses, j'ai l'impression. D'un côté, ça montre très clairement qu'est-ce qui arrive au gouvernement qui expose qu'est-ce qu'ils vont faire, qui veulent implanter l'austérité. Puis je pense qu'au Québec, je pense probablement que la CAQ regarde ça. Tu sais, le dernier budget, il n'y avait pas grand-chose. Comme on disait, ils savent qu'ils sont partis en octobre. Ils savent qu'ils s'en vont, fait qu'ils vont pas... Ils pèlent ça dans la cour. C'est un budget qui est comme un peu... Bon, c'est un budget avant qu'on se fasse tasser de là. Fait que c'est pas mal sans conséquence. Mais je pense que ça illustre aussi que si je suis Charles Milliard, je suis PSPP, Éric Duhaime, je regarde ça en ce moment, évidemment que je vais pas... dans les prochaines élections, je vais pas parler de besoin de faire des coupes drastiques, quoique... On pourrait revenir, mais il en parle déjà. Mais je pense on va vraiment... on doit s'attendre à ce qu'il n'y ait absolument rien de ça qui soit vraiment mis sur la table, en fait. On va avoir une espèce de dans les prochains mois, des belles fausses promesses qui vont être mises de l'avant sans que le contenu réel de ce qui s'en vient, de ce que de ce que va faire le prochain gouvernement soit sur la table, parce que, c'est quoi qui attend les gouvernements qui parlent d'imposer l'austérité? Ouais. Qui mettent ça à l'agenda. Fait que ça, je pense que c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est, voyons, c'est fascinant de voir à quel point, quand les travailleurs se mettent debout, ils peuvent faire reculer le gouvernement assez rapidement. Là, parce que là, on parle pas de mobilisation monstre, de grève générale. On parle même pas encore de ça. Et déjà, ils mettent les gouvernements dans une position où ils sont forcés de reculer. Ouais. Fait que déjà, l'exemple que tu donnais cet été, les coupes en éducation, juste à la fin des classes, et là, quelques semaines après, le ministre Drainville qui est obligé de reculer puis un peu jongler avec tout ça en disant finalement, on va réinjecter de l'argent dans l'économie. Ça montre en fait à quel point on a des gouvernements qui doivent implanter l'austérité, mais qui sont aussi dans une situation impossible, comme tu dis, entre l'arbre et l'écorce. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Puis je pense, c'est quoi la question, c'est quoi les leçons ici pour le Québec? Je pense c'est qu'on a amplement le potentiel immense de construire un mouvement contre les attaques, contre l'assaut du patronat, contre l'assaut contre les travailleurs. Puis je pense qu'il faut élargir la question un peu aussi, parce que, évidemment, ici, on parle de manière assez spécifique de l'austérité depuis le début de la discussion, mais c'est plus large que ça aussi. Tu sais, quand on parle de rendre le Québec ou le Canada ou telle province favorable à l'investissement, favorable à l'investissement capitaliste, relancer l'économie. C'est pas juste la question de l'austérité, en fait. C'est plus large que ça. C'est la question d'attaquer la possibilité des travailleurs de résister, en fait, de rendre les salaires plus bas. Tu sais, même, te rappelles-tu quand Legault, il se vantait auprès de Northvolt, les salaires sont pas si hauts que ça ici, comparé à je me souviens plus où. Bref, il y a cette pression-là à la baisse sur les services, sur les salaires et tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire il y a une nécessité politique et économique, dans un sens, d'attaquer les syndicats, d'attaquer le mouvement ouvrier, puis sa capacité à résister. Puis ça, c'est ce qu'on a vu au Québec récemment avec la loi 14 et le PL3. Le PL3, ça s'attaque aux finances des syndicats, ça veut rendre une partie des cotisations optionnelles, donc affaiblir les syndicats. Puis l'autre, c'est une loi, la loi 14, qui permet de décréter la fin de n'importe quelle grève qui serait jugée contre l'intérêt public, qui serait jugée trop dangereuse. T'sais. Donc, le gouvernement se dote d'outils pour affaiblir le mouvement syndical, mais ça fait partie de cette offensive-là contre la classe ouvrière. Et c'est ça, c'est là où je veux nous amener, qui avait mené à la manif du 29 novembre au Québec, la manif syndicale de 50 000 personnes, qui avait illustré ce potentiel-là pour un mouvement de masse au Québec. Oui, c'est assez énorme, là, 50 000 personnes, puis c'était le contexte, c'est les attaques sur les syndicats, mais c'est aussi le contexte plus large des attaques de la CAQ sur l'éducation et la santé. Là. Je pense que c'est tout ce ras-le-bol-là qui a mené à ce qu'il y ait autant de gens
pour le 29 novembre. Puis on a vu les syndicats mobilisés pour ça, en fait, s'organiser, se préparer. Puis le 29 novembre, c'était vu comme une grosse démonstration de force pour envoyer un message puissant au gouvernement, puis faire pression. C'est vraiment intéressant de voir ça. Je pense que ça a montré l'enthousiasme, la volonté, la combativité. Ça a montré un énorme potentiel chez les travailleurs. Ouais. Mais aussi, de l'autre côté, ça a montré que quand les syndicats se mobilisent, ils sont capables assez rapidement faire sortir le monde, de faire sortir les travailleurs. Ouais. Mais parlons-en, parce que on se rappelle qu'en novembre, il y avait notamment Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui, dans la foulée de, le projet de loi 3, la loi 14, puis le climat général où la CAQ annonçait une offensive contre les travailleurs. Ils parlaient de supprimer des postes dans la fonction publique, ce qu'ils ont commencé à faire, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont rendus à 3500. Bref, la CAQ annonçait ses couleurs, puis Magali Picard avait dit « on va paralyser le Québec », puis elle avait mentionné l'idée d'une grève sociale pour le 1er mai. Là, aujourd'hui, la date de l'épisode, on enregistre le 2 avril. Le 1er mai est dans 29 jours, 30 jours. À peu près. À peu près. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va avoir une grève organisée par la FTQ le 1er mai? Non, en fait. Il ne semble pas que c'est vers ça qu'on s'enligne. Les syndicats viennent de sortir, ils font toujours la grosse manifestation. Ça va être le 2 mai cette année. Puis je pense que le titre, c'est « Droit piétiné, faut résister », quelque chose comme ça. Ce qui est drôle, c'est que l'année passée, c'était sur combattre l'austérité, le thème. Ouais. Cette année, c'est ça, mais le point, c'est qu'en fait, depuis la manif du 29 novembre, silence radio là, par rapport à ça, l'idée d'une grève sociale, c'est pas du tout revenu. Mais ce qu'on a entendu, par exemple, c'est les dirigeants syndicaux un peu parler de faire une campagne de lobbyisme, si on veut, auprès des partis politiques en prévision des élections. Partis politiques de l'opposition en prévision des prochaines élections. Il y a la CSN qui a sorti, en fait, une campagne. Vous pouvez aller voir sur leur site, ça s'appelle Front... C'est Faire Front, je crois. Faire Front pour le Québec, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'accent sur lequel l'accent sur lequel est mis la campagne, c'est essentiellement pétitionner, de faire campagne pour convaincre les partis politiques d'opposition que s'ils prennent le pouvoir, ils vont pas répéter ce que la CAQ vient de faire, les convaincre de enlever les lois antisyndicales et tout ça. C'est la seule chose, je pense, qu'il y a eu depuis le 29 novembre. Mais on parle pas ici de mobilisation de masse, là. C'est pas du tout de ça dont on parle, là. Non, c'est intéressant parce que oui, l'exemple des Maritimes montre la voie à suivre. Que par la mobilisation de masse des travailleurs, c'est la seule manière qu'on peut exercer la pression pour potentiellement faire reculer un gouvernement, t'sais. Puis effectivement, le 29 novembre, c'était un bon point de départ qui a été suivi par rien. puis tu m'avais envoyé la photo, c'est assez incroyable, on l'a mis sur notre site web. Une photo où on voit Magali Picard avec Charles Milliard. Puis la photo... c'était la semaine passée. Non, c'est cette semaine, c'est cette semaine, je pense. Puis c'était publié sur le Facebook de la FTQ avec un titre qui dit « Rebâtir le dialogue social, une rencontre à la fois. La FTQ rencontre le Parti libéral du Québec. » C'est incroyable. Le Parti libéral on doit du répéter. Le Parti libéral du Québec. Le parti par excellence du Québec Inc., du Conseil du patronat, qui a été probablement le plus vicieux envers la classe ouvrière dans la période récente. C'est aberrant, en fait. J'aimerais préciser que c'est pas juste le FTQ, la CSN, la CSQ, la FAE sont tous allés s'asseoir avec Charles Milliard. Ouais. C'est assez incroyable quand on y pense. C'est non seulement il n'y a pas eu de mobilisation pour un mouvement de masse, pour une grève sociale le 1er mai, du moins pas de la part des dirigeants syndicaux. Il y a des groupes qui utilisent ce slogan-là, qui essaient par leurs efforts de rendre ça possible, mais les grandes centrales syndicales, leur leadership, n'ont pas levé le petit doigt, en fait. Puis dans la mesure où ils ont fait quelque chose, c'est ce que tu décris, du lobbying envers les partis politiques. Ouais, puis, je pense qu'il faut expliquer pourquoi cette approche-là est erronée, en fait. Oui, puis dans le même discours, Magali Picard avait dit qu'il faudrait envisager une grève sociale. Elle avait aussi dit que... C'est un peu contradictoire. Parce dès le départ, elle annonçait ses couleurs un peu. Elle parlait un peu de faire du lobbying auprès des partis politiques, puis elle dit, la seule chance qu'on a
c'est la seule option qui nous reste, c'est les élections dans 10 mois, à l'époque. On verra dans combien de mois c'est les élections, mais elle avait déjà dit ça. Donc, le point, ce qu'on doit en comprendre de la campagne de la CSN, de ce que la FTQ dit, c'est qu'essentiellement, il n'y a rien à faire avant les prochaines élections. Ouais. D'une part, mais aussi, d'autre part, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on a confiance qu'un gouvernement libéral, péquiste, etc., va pas faire la même chose que la CAQ. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à dire par rapport à ça. Peut-être qu'on peut commencer par le premier, tu sais. L'idée qu'on peut rien faire en attendant les élections. Je pense que ça, c'est faux. Mais les deux idées sont connectées parce que rien faire, non. Le 1er mai serait une occasion rêvée, en fait. Puis il y a eu des grèves du 1er mai au Québec par le passé. Il y en avait eu une en 2015. C'était beaucoup mené par des syndicats locaux. Puis je pense que c'est ça qui se trame aussi. Il y a peut-être quelques syndicats locaux qui vont être en grève le 1er mai. Mais ce serait entièrement possible de mobiliser un mouvement. Tu sais, on l'a vu en Nouvelle-Écosse, on l'a vu au Québec par le passé. Tu sais, il suffit d'y mettre les efforts. Puis ça serait entièrement possible d'avoir des grosses manifs et des grèves cette journée-là. Ce serait un point de départ excellent ou une suite excellente au 29 novembre. Tu sais. Ouais. Puis, il faut y penser, là. Si on prend un pas de recul, on regarde c'est quoi la situation au Québec en ce moment. C'est du jamais vu. C'est on a... le gouvernement le plus faible de l'histoire. Tu sais. On a le gouvernement le plus faible qu'on a jamais eu. La CAQ s'est rendue une blague. Début de l'année, François Legault démissionne. Et là, après, je pense une journée après l'autre, on recevait une notification. Bon, tel ministre qui annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections. C'était à se demander pendant un moment s'il allait avoir quelqu'un pour se présenter à la course à la chefferie. Tout le monde quitte le navire. Sauf Bernard Drainville qui est encore là, qui pourrait... Je pense pas qu'il va donner un premier ministre du Québec. C'est un peu ridicule, là. On est dans une situation de gouvernement complètement affaibli. Il n'y a pas objectivement de meilleur moment pour frapper, pour donner un grand coup là, d'une perspective du mouvement ouvrier. Il y a eu la manif du 29. On aurait pu déjà, dès janvier, à la démission du premier ministre, commencer à mobiliser, faire une grande campagne de mobilisation en prévision de peut-être une grève de 24 heures pour le 1er mai. Puis, soit dit en passant, le 1er mai approche, mais je pense que c'est quand même entièrement possible, en fait, de dire on se mobilise. Puis, on doit créer un véritable rapport de force. Puis, envisager une escalade des moyens de pression. Parce que là, si on peut aussi faire... Il va y avoir une manifestation pour le... Je pense que ça va être le 2 mai, la grande manifestation syndicale. Mais si on fait juste une manifestation, sans plan d'aller plus loin puis d'escalader... Aucun gouvernement ou parti en attente de prendre le pouvoir va avoir peur du mouvement ouvrier. Oui. Mais je pense qu'il y a un point plus général à faire aussi, c'est pourquoi les dirigeants syndicaux se comportent comme ça. T'sais? Pourquoi ils vont prendre des photos avec Charles Milliard et compagnie, puis des fois parlent de mobiliser, mais font pas grand-chose sur le terrain. Je pense que c'est le résultat aussi de toute une période historique où certaines concessions ont été faites aux travailleurs au Québec et ailleurs. T'sais. Puis il y a eu cette habitude créée là, surtout dans les sommets du mouvement syndical, que par la concertation, le dialogue et tout ça, ce serait possible d'obtenir quelque chose. Même cette idée-là était fausse en 70 et 80, là, c'est-à-dire que c'est par la lutte acharnée que les travailleurs ont obtenu quoi que ce soit. Mais il y avait plus de... Cette idée-là a une base matérielle, c'est-à-dire une époque où il y a eu des vraies concessions. Mais cette époque-là est complètement révolue. Puis moi, ça me fait penser que la direction syndicale actuelle n'est pas prête du tout pour ce qui s'en vient. L'austérité, j'ai vu le communiqué de la CSN sur le budget. Girard dit que le gouvernement, l'austérité se prépare au Québec. Là, le monde n'est pas aveugle non plus. Mais les méthodes de soi-disant dialogue social avec les partis du patronat, c'est une vieille idée qui, à l'époque, n'était pas vraie, mais qui est de moins en moins vraie, en fait. Puis dans la mesure où les directions syndicales fomentent des illusions dans les libéraux, le Parti québécois, ben, ils préparent leurs propres travailleurs à d'énormes déceptions, tu sais. Puis, au lieu de ça, tu sais, puis, comme tu l'as dit, devant le gouvernement de la CAQ, ils mobilisent une première grève de 24 heures. Même ça en soi, pourrait peut-être même achever la CAQ, puis les forcer à dissoudre le gouvernement, à caler des élections anticipées. Ça serait peut-être suffisant pour ça, tu sais. Fait que non, il suffirait que les directions syndicales lèvent le petit doigt pour faire ça, Oui, puis même si la CAQ, on peut dire, leurs jours sont comptés, mais c'est quoi le message qu'on envoie au prochain gouvernement? C'est ça. C'est surtout ça aussi. Fait que
faut voir que comment est-ce qu'on peut lutter contre l'austérité, contre les attaques sur les travailleurs, comme on l'a dit, c'est pas juste la question de l'austérité, mais comment on peut faire ça? Ben, il faut le voir d'un point de vue de lutte de classe. C'est pas en faisant des demandes gentiment aux partis politiques que la lutte va se jouer. En fait, c'est une lutte, c'est ça le point. Il faut lutter pour vrai, pas demander gentiment, parce que l'austérité, puis ces attaques-là, c'est pas une question de OK, il y a un gouvernement qui a la volonté politique d'attaquer les travailleurs. Il parle. D'ailleurs, je pense que c'est la CSQ, ou non, je me souviens plus quel syndicat, malheureusement. Quand le budget Girard est sorti il y a 2 semaines, ils ont dit c'est un budget d'austérité, blablabla. Puis qui disent c'est une volonté idéologique d'imposer l'austérité. Comme sous-entendu que on pourrait faire un autre choix. Mais je pense que c'est là le problème, c'est que peu importe qui va prendre le pouvoir, peu importe qui est au gouvernement, ils n'ont pas le choix. La seule chose qui pourrait les forcer à changer, c'est si le mouvement ouvrier les force à faire des reculs, comme on vient de le voir dans les maritimes. Je pense que ça, c'est le point central. Puis c'est pour ça que la campagne de faire du lobbying auprès de partis politiques, qui ont d'ailleurs déjà annoncé leur couleur. Peut-être qu'on devrait prendre un moment d'en parler, parce que personne ne parle du grand mot en A. Mais si on regarde ce que la CAQ et pas la CAQ, mais les libéraux et le PQ proposent, je parlerai même pas des conservateurs, parce qu'Éric Duhem, ça c'est clair, il a dit il veut mettre la hache dans les services publics puis faire d'énormes privatisations. On connaît ses couleurs antisyndicales et tout ça. Ça, c'est clair. Si on regarde ce que les libéraux et le PQ disent, on voit en fait qu'est-ce qui s'en vient. Oui, les deux partis étaient pour écraser la grève des travailleurs de la STM cet automne, c'est-à-dire la prise d'otage doit prendre fin, blablabla. Puis là, c'est le PLQ de Charles Milliard, il parle du faire du Québec le paradis de l'entrepreneuriat et de rétablir une saine gestion des finances publiques. C'est la langue de bois habituelle pour parler d'austérité puis de cadeaux aux grandes entreprises. Le PQ, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire ils disent il faut... Puis ça, c'est intéressant, ils disent il faut faire un dégraissage de l'État, il y a trop de jobs de bureau, il y a trop de fonctionnaires, il faut réduire la taille de l'État puis focusser sur les missions essentielles de l'État. Puis en faisant un peu de recherche, j'ai réalisé que le langage de PSPP, ça ne peut pas être un accident. C'est presque mot pour mot ce que Pauline Marois disait au début des années 2010. J'ai trouvé un article, c'est ça, elle parle de débureaucratiser le système, faire un virage vers l'essentiel. Puis elle dit, pour protéger le filet social, il faut non pas tant élargir le filet social, mais le rénover. T'sais. Fait que c'est le même vocabulaire, débureaucratiser le système, virage vers l'essentiel. Puis c'était quoi le virage vers l'essentiel? Faut en parler juste au moins une fraction de seconde. Le PQ de Pauline Marois a pris le pouvoir en 2012. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont indexé les frais de scolarité. Ils ont augmenté les tarifs d'Hydro-Québec. Ils ont donné des congés fiscaux aux investissements aux entreprises qui investissaient plus de 300 millions. Ils ont maintenu la taxe santé de Jean Charest. Ils l'avaient enlevé pour vraiment les plus pauvres de la population, mais l'avaient gardé pour le reste. Puis j'avais trouvé les chiffres. Le budget de novembre 2012 du Parti québécois, il limitait la croissance des dépenses, dont on parlait tantôt, à 1,9 %, puis il voulait la réduire à 1,8 %. C'était la plus faible croissance en 15 ans. Fait que le PQ, qui voulait focusser sur l'essentiel, débureaucratiser l'État, était un gouvernement d'austérité. T'sais. Fait qu'on, je pense qu'il faut... C'est ça qu'il faut expliquer aussi. Le PLQ, c'est clair comme le jour. On connaît leur couleur depuis longtemps. Le Parti du Québec Inc., c'est honteux que Magali Picard et compagnie prennent des photos avec ce gars-là. Mais le PQ, ce sera pas mieux, en fait. Charles Milliard, c'est un bourgeois, là. C'est un entrepreneur et tout ça. Il vient du milieu des affaires. Le commerce et tout ça. Je veux dire, c'est à la base que... Tout ça, il y a rien qui fait du sens, selon moi, là, d'aller le rencontrer et tout. Mais après ça, le PQ, puis aussi, peut-être pour ajouter à ça, dans les dernières périodes, on a entendu PSPP parler de, à quoi ressemblerait un Québec... Québec indépendant, tout ça. Son fameux, c'est ça qui est ça. On va couper des emplois. C'est ça qui est... On va couper des emplois dans la fonction publique. Absolument aucun plan, apparemment, pour rediriger ces emplois-là, pour que les travailleurs gardent leurs emplois. Fait que ça nous en dit beaucoup sur l'importance de l'emploi des travailleurs pour PSPP. C'est ça qui est ça. Mais il a aussi parlé beaucoup de rendre le Québec compétitif, de créer le meilleur environnement,
le plus attrayant pour le monde des affaires. Mhm. Il a utilisé le même langage que Milliard, le même Mhm. langage qu'on est habitué d'entendre. C'est le langage de la classe dirigeante. C'est le langage des politiciens bourgeois qui savent très bien c'est quoi leur job. Mhm. Leur job, c'est d'aider la classe dirigeante, favoriser les profits des patrons, Ouais. rendre le Québec plus compétitif. Quand on parle de compétitif, c'est quoi? Tout ça, c'est le langage des profits. Là. Mhm. C'est de ça dont on parle. Ouais, puis moi, je dirais, il y a peut-être un truc aussi. On a fait une vidéo sur le fameux C'est ça qui est ça de PSPP, quand il a dit, ouais, ben les travailleurs en Outaouais qui travaillent pour les fédérales, ben, on va vous le dire, certains d'entre vous allez perdre votre job, c'est ça qui est ça. T'sais. Puis notre vidéo a attiré beaucoup l'attention sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où on commentait là-dessus. Puis il y avait un commentaire qui m'avait marqué, c'est quelqu'un qui disait « Ah oui, moi, les fonctionnaires qui perdent leur job, où est-ce que je signe? » Puis je pense qu'il y a des fois ce préjugé-là, les maudits fonctionnaires qui se tournent les pouces, puis qui siphonnent des fonds publics. T'sais. Puis je pense que le PQ, notamment le PQ, mais les autres aussi, jouent là-dessus. C'est comme la fonction publique a explosé, tout ça. Mais je pense qu'il faut être clair, là-dessus. Puis pour revenir à l'étude de l'Institut du Québec, ils disent que c'est improbable que les compressions nécessaires n'aient pas d'impact sur les services. T'sais. Puis oui, surtout, d'ailleurs, les pousseux de crayon, c'est les hauts fonctionnaires. C'est le monde qui est payé dans les 6 chiffres. C'est ce monde-là. C'est eux beaucoup qui rédigent des plans de compression budgétaire. Ouais, c'est beaucoup eux, les pelleteux de crayon. Là, c'est pas ça sur le terrain. Il y a ça, mais aussi, à écouter PSPP, par exemple, on dirait que on a une situation au Québec où on a des gens là, qui sont assis dans leur bureau toute la journée, qui font littéralement rien, et on attend juste de leur enlever leur poste et tout va bien aller. Ouais. Ça va pas affecter les services. Puis c'est comme... Mais cette vision-là, je comprends un peu c'est comme une espèce de préjugé un peu populaire là, que les fonctionnaires se tournent les pouces, mais c'est qui les fonctionnaires qui se tournent les pouces? C'est pas... C'est ceux au sommet, dans les gouvernements peut-être, mais la réalité, c'est que à chaque fois qu'un gouvernement nous a dit ça, qu'un parti nous a dit ça, puis qu'ils ont commencé à implanter des mesures pour débureaucratiser, blablabla, couper dans le gras, mais ça vient toujours, en bout du compte, avec une perte de service pour la population. Ouais. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il y a des gens qui se tournent les pouces. La question, c'est quand les politiciens nous disent ça, c'est quoi le résultat concret sur le terrain? Pauline Marois, son gouvernement, le langage qu'elle parlait, le même langage de dégraisser l'appareil d'État, ça l'a mené à des coupes puis des attaques. Puis les services publics s'en portent pas très bien. Non, exactement. Fait que c'est ce à quoi on peut s'attendre au Québec, que ce soit le PQ ou le PLQ, qui prennent le pouvoir. Puis c'est à ça qu'il faut se préparer. Puis je pense qu'on devrait amener ça bientôt vers le mot de la fin. Puis la situation qu'on a devant nous, ça place des tâches sur le mouvement syndical. Qu'il y a ce potentiel-là de créer un mouvement contre la CAQ et les gouvernements qui viennent après, mais il faut regarder la situation les yeux ouverts. T'sais. Puis tu as une situation où les problèmes sociaux s'accumulent et où tous les partis parlent essentiellement de réduire la taille de l'État, de reconsidérer quel service on donne, quel service on ne donne pas. Puis on voit les conséquences de ça cette semaine. En fait, il y a la grève le communautaire à bout, c'est-à-dire, je pense, 1500 organismes du milieu communautaire qui sont entrés en grève de 2 semaines. Puis c'est une expression de cette crise-là, c'est-à-dire il y a énormément de demandes de toutes sortes pour toutes sortes de problèmes sociaux causés par la crise du système, la crise du logement, l'itinérance, la flambée des prix, tout ça. Fait que ça amène beaucoup de problèmes sociaux en tout genre. Puis ces organismes-là sont sous-financés, reçoivent pas les budgets. Les salariés du communautaire reçoivent des peanuts. Fait que c'est une crise parfaite dans le communautaire. Puis c'est un exemple parmi d'autres de là où s'en va le Québec et le Canada. C'est davantage de problèmes sociaux, davantage de problèmes créés par le système, puis des bureaucrates au top, pas les fonctionnaires, mais le monde au top du top qui disent « Ah ouais, ben, tu sais, l'État est trop gros, faut couper, faut rendre le Québec compétitif, qu'est-ce que vous voulez, ça marche comme ça, tu sais. » Fait que c'est ça la perspective qui est devant nous, un clash entre les problèmes de la classe ouvrière, puis leur désir des surmonter, puis la classe dirigeante, puis leur État, leur gouvernement, qui vont résister, puis vont vouloir couper, tu sais. Puis je pense que ça rend la situation propice à la diffusion d'idées authentiquement socialistes, tu sais. Puis ça, c'est lié à un truc que tu disais tantôt sur le fait l'austérité, c'est pas... En fait, la perspective des dirigeants syndicaux est connectée à au fait qu'ils acceptent le capitalisme. Parce que, pour eux, c'est juste des mauvais choix, des choix politiques, des choix idéologiques. Puis avec une bonne discussion, on peut les convaincre, tu sais.
Mais non, à partir du moment où on comprend que le système capitaliste fonctionne comme ça, que la logique d'austérité, elle est propre au système capitaliste, mais la conclusion, c'est que c'est ce système-là lui-même qui doit être renversé, en fait. Ouais, ouais, mais on voit vraiment en ce moment les directions syndicales qui vont, tu sais, en mode dialogue avec les partis qui, historiquement, ont attaqué la classe ouvrière. C'est les partis du patronat, c'est les partis, c'est nos ennemis de classe, en fait, ces gens-là. Et ça va pas changer, parce que la réalité du capitalisme va pas changer. En fait, la situation s'empire. La crise s'aggrave, la situation économique au Québec et au Canada s'empire. Ça va être un assaut massif de la classe capitaliste contre la classe ouvrière dans la prochaine période. C'est garanti. C'est ça qui nous attend. Il n'y a pas d'autre perspective à l'horizon. Puis ça, il faut vraiment en prendre note, puis agir là-dessus. Puis la grève du communautaire, ça en est un exemple, mais c'est quoi le potentiel au Québec pour construire un vrai mouvement contre le gouvernement, puis contre la logique du capitalisme? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, coudonc, comment ça se fait qu'on est dans une société où est-ce que on dirait que de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, les choses empirent? Ben, c'est pas un accident dans l'histoire, là. C'est la logique du système capitaliste. On est dans une crise plus profonde que jamais, et il n'y en a pas de solution, en fait. Je pense que c'est vers ça que ça pointe. Si on veut lutter contre l'austérité, il faut prendre conscience que l'austérité, c'est un produit du capitalisme. C'est pas une anomalie, c'est pas une question de volonté politique, au contraire. Puis c'est ça la perspective des marxistes, c'est que si on veut lutter contre l'austérité, ben, il faut se préparer à lutter contre le capitalisme. Oui, absolument. Puis moi, pour boucler la boucle, ce que je dirais, c'est pour revenir à l'étude de l'Institut du Québec, ils disent qu'on doit ouvrir un vrai dialogue sur ce que l'État peut et doit continuer à financer. T'sais. Donc, ils veulent qu'on ait un débat public franc et transparent sur l'austérité et les compressions. T'sais. Ben, game on, amenez le débat. Puis nous, les marxistes, dans ce débat-là, ben, on est ceux qui disent que quand la droite dit que l'austérité, c'est une nécessité, les compressions, c'est une nécessité, ils ont un petit peu un point tant qu'on reste sous le système capitaliste. On en a discuté il y a 2 semaines en parlant de taxer les riches. Pas besoin de répéter l'argument. Si ça vous intéresse d'avoir l'argumentaire du PCR envers la revendication de taxer les riches pour financer les services publics, je référerai le monde à l'épisode d'il y a 2 semaines. Mais oui, dans ce débat-là, nous, on est ceux qui disent, ben oui, l'austérité, c'est une nécessité du capitalisme et c'est pour ça qu'il faut renverser ce système-là. C'est ça la perspective du PCR, puis c'est celle-là qu'on va amener dans ce mouvement-là. Puis je pense que ces idées-là, cette perspective anticapitaliste-là, contribuerait à armer le mouvement ouvrier. Parce que c'est avec cette perspective-là qu'on peut mobiliser un mouvement de masse qui dit « on sait que vous êtes nos ennemis, puis on sait que la seule manière de vous freiner, c'est si on se mobilise, si on entre en grève, puis qu'on vous empêche de nous attaquer. » Fait que cette perspective socialiste-là contribuerait même à avoir des gains partiels. T'sais. Donc, c'est cette perspective-là que nous, on amène au PCR. Je pense que ça le fait pour aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène, pour la discussion aujourd'hui. Toujours plaisant. Je veux juste finir en rappelant quelque chose qu'Hélène a mentionné tantôt, que le PCR, on vient de publier un document qui s'appelle « Le Canada et le nouvel ordre mondial ». C'est notre document de perspective politique pour le Québec et le Canada. On a publié le brouillon, pas le brouillon, c'est-à-dire la version initiale écrite par le comité central de notre parti. Le document est en train d'être discuté à travers toutes les cellules du PCR au courant du mois d'avril. Puis ça va culminer avec une discussion sur le document et d'autres questions relatives au travail du PCR à notre congrès qui va être à la mi-mai. Donc, si ça vous intéresse de participer à ces discussions-là, si vous voulez lire le document, on va le mettre dans les notes de l'épisode et nous envoyer votre feedback, vos réflexions sur le document, si vous voulez aussi participer à ces discussions-là en vue de notre congrès. Mais je vous invite à nous rejoindre, à aller sur notre site web, écrivez sur l'onglet « Rejoindre le PCR ». Et ouais, on va vous mettre en contact avec les membres du parti les plus proches de votre ville pour que vous puissiez participer, mais plus important encore, rejoindre le parti puis nous aider dans cette lutte-là pour le renversement du capitalisme.